Allez, on se lance aujourd'hui dans un monument de la littérature française, Splendeurs et misères des courtisanes, d'Honoré de Balzac. C'est une fresque immense, une histoire d'ambition dévorante, d'amour, de corruption, tout ça au cœur du Paris bouillonnant du 19e siècle. La vie est pour moi tour à tour un paradis et un enfer. Cette phrase du roman, elle dit tout en fait. C'est vraiment le cœur de l'histoire. On explore cette dualité incroyable de la vie parisienne, où la splendeur la plus aveuglante cache souvent la misère la plus noire. Chaque succès a un prix, chaque sommet a son précipice. Notre histoire va se dérouler en 5 temps forts. D'abord, on verra un poète qui débarque à Paris, puis le plan machiavélique qui se cache derrière lui. On découvrira comment l'amour peut devenir une arme, avant de voir comment tout ce château de cartes s'effondre. Et enfin, la transformation finale absolument sidérante. Alors, commençons par le début. Le premier personnage clé, c'est Lucien de Rubempré. Imaginez, jeune, beau, poète. Il a littéralement pris d'assaut la haute société parisienne. Tout le monde parle de lui. Et son ascension est juste spectaculaire. Il faut savoir que peu de temps avant, il était au fond du trou sur le point de se suicider. Et le voilà maintenant qui nage dans le luxe, prêt à faire un mariage incroyable. La question qui se pose évidemment, c'est comment ? D'où vient cette réussite si soudaine ? Qui tire les ficelles derrière cette ascension fulgurante ? C'est le grand mystère qui plane sur toute la première partie du roman. Et pour comprendre, il faut regarder dans l'ombre. Et la réponse, elle se trouve justement là, dans l'ombre d'un personnage aussi puissant que mystérieux, l'architecte de toute cette ambition. L'homme derrière le succès de Lucien, c'est lui, un certain Carlos Herrera, un prêtre espagnol. C'est lui qui finance tout, qui guide le jeune poète en secret. Mais qui est-il vraiment ? Parce que, bien sûr, Herrera n'est qu'un masque. Derrière le prêtre se cache en réalité l'un des plus grands criminels de toute la littérature, Jacques Collin. Son surnom ? Trompe-la-Mort. C'est un bagnard évadé, un esprit absolument brillant et redoutable. Le plan de Collin, au fond, est d'une simplicité diabolique. Il va se servir de Lucien comme d'un pion, d'une marionnette, pour conquérir depuis l'ombre le pouvoir et la richesse qu'il ne peut pas atteindre lui-même. Mais pour financer une ambition pareille, il faut énormément d'argent. Et c'est là que le plan de Colline devient vraiment machiavélique. Il va utiliser l'arme la plus inattendue qui soit, l'amour. Il va le tordre, le manipuler, pour en faire un outil d'extorsion. Et au cœur de ce plan, il y a une femme, Esther Van Gobseck, une courtisane d'une beauté foudroyante, tellement foudroyante qu'on la surnomme la torpille. Sa beauté est une arme et Collin compte bien s'en servir. Alors voilà le plan. Implacable en 4 temps. D'abord, Colline séquestre Esther, il la coupe du monde pour la transformer en dame raffinée. Ensuite, il organise, par hasard, sa rencontre avec le richissime baron de Nucingen, qui tombe instantanément fou d'elle. Colline va alors attiser cette obsession jusqu'à ce que le baron soit prêt à payer n'importe quoi pour l'avoir. Et enfin, le coup de grâce. Il lui extorque une fortune pour financer la carrière de Lucien. Mais voilà, dans un monde qui est entièrement bâti sur des secrets et des mensonges, même les plans les plus géniaux restent incroyablement fragiles. Un vrai château de cartes. Et soudain, tout bascule. Une série d'événements tragiques, un véritable effet domino, va pulvériser le plan de Colline avec une rapidité foudroyante. Et c'est là que l'ironie du sort frappe, et elle frappe fort. Au moment précis où Lucien et Collin sont arrêtés, on apprend qu'Esther hérite d'une fortune colossale. Mais tragiquement, cette nouvelle arrive bien trop tard. Persuadée que Lucien est perdu, qu'il est condamné, Esther s'est déjà donné la mort. Son tout dernier geste est un acte d'amour absolu. Elle lègue son immense fortune à Lucien. Une fortune qui, évidemment, ne lui servira à rien. Anéanti par le chagrin, il se suicide à son tour. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur ce double suicide, mais pas du tout. Avec un personnage comme Jacques Collin, ce n'est jamais vraiment fini. Du fond de sa cellule, il va orchestrer son ultime et sa plus choquante transformation. Le décor est planté. D'un côté, on a le criminel, démasqué, emprisonné, qui a tout perdu. De l'autre, toute la puissance de l'État, prête à le broyer. C'est la confrontation finale. Sauf que Colline a une dernière carte dans sa manche. Et quelle carte ? Des lettres d'amour très compromettantes écrites à Lucien par les femmes les plus puissantes et les plus influentes de Paris. Il a de quoi faire exploser tout le système. Alors il propose un pacte aux autorités, un véritable pacte avec le diable. Il leur dit « En échange de ma liberté, je mets mon génie du crime et ma connaissance parfaite des bas-fonds au service de la police. » C'est l'ultime critique de Balzac, une société si corrompue qu'elle préfère pactiser avec le mal plutôt que de voir ses propres secrets révélés. Et son offre est acceptée. Pendant 15 ans, le plus grand criminel de France va devenir l'un des piliers de la justice officielle. C'est la dernière pirouette la plus cynique de tout le roman.
Jacques Collin trompe la mort, n'échappe pas seulement à la justice, il devient le chef de la police. Et le roman nous abandonne sur cette question, qui est absolument vertigineuse. Qu'est-ce que ça dit d'une société quand le plus grand des criminels devient aussi son policier le plus efficace? Une interrogation sans fond sur la nature du pouvoir et sur la frontière finalement très mince entre l'ordre et le chaos.